7h33 sur France Culture, on ouvre le rendez-vous de la presse étrangère avec nos deux rescapés du rendez-vous, puisque nous attendions Ana Navarro Pedro, journaliste correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visao, qui nous a annoncé qu'elle avait été rattrapée elle-même par cette épidémie qui repart. On en parlera d'ailleurs en deuxième heure avec notre invité. On souhaite un prompt et bon rétablissement à Anna, si Anna, vous nous entendez. Donc avec nous en studio se trouve Richard Verly. Bonjour Richard. Bonjour Caroline. Éditorialiste France-Europe pour le site d'information blic.fr et Juan José Dorado. Bonjour. Buenos días. Journaliste indépendant espagnol. Bienvenue à tous les deux. Merci infiniment d'être là ce matin. Premier sujet de la semaine, la fin annoncée de la redevance audiovisuelle. La taxe audiovisuelle, c'est 138 € par an par contribuable. Et donc, j'assume de le supprimer pour redonner du pouvoir d'achat. On va proposer de supprimer cette redevance télé, ce qui ne veut pas dire qu'on va supprimer le budget de l'audiovisuel public. La redevance était adossée à une taxe d'habitation qui n'existe plus, adossée à des télévisions dans des foyers, il y en a de moins en moins. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait trouver un nouveau mode de financement. L'audiovisuel public est en grève ce 28 juin contre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la suppression de la redevance télé. Sans redevance, il y a une menace sur l'indépendance parce que les présidentes de l'audiovisuel public se retrouvent finalement dans un rapport de domination par rapport au gouvernement en place auprès duquel il faudrait qu'elles aillent renégocier chaque année un budget. La fin de la redevance doit être présentée le 6 juillet prochain au Conseil des ministres pour un examen dans la foulée par les députés puis par les sénateurs. Et après les voix gouvernementales, à commencer par notre président Emmanuel Macron et la nouvelle ministre de la Culture notamment, nous avons entendu à l'instant l'économiste des médias Julia Cagé s'exprimer sur la question. Parce qu'en effet, mardi 28, les antennes du groupe Radio France et aussi de France Télévisions étaient en grève pour contester une promesse de campagne qui deviendra réalité en septembre 2022, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, dite redevance télé. On oublie toujours la radio, et à tort. Cette contribution finance jusqu'à présent l'ensemble des médias publics, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, TV5 Monde, Arte France et l'INA, pour un montant global de 138 € par mois, 88 € dans les territoires d'outre-mer. Le président Macron a présenté cette réforme comme nécessaire pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, on l'entendait, mais pour les syndicats et pour nombre de personnels de l'audiovisuel public, dont vos serviteurs, elle menace le financement et l'indépendance de la radio et de la télévision publique. Tous les deux qui êtes à la fois d'ici et de là-bas, comme on dit, qu'en pensez-vous de cette réforme ? Comment la voyez-vous et comment voyez-vous cette réaction immédiate de part et d'autre, disons ? Alors, la question de la redevance est très sensible en Suisse, puisque sur ce sujet, il y avait eu un référendum. En 2018, vous savez qu'en Suisse, des citoyens qui se constituent en comité peuvent porter un sujet à référendum. Cela a été le cas. En 2018, un groupe de jeunes libéraux de Zurich, donc des gens qui voulaient plutôt en finir avec le service public, ont proposé de supprimer la redevance qui est plus élevée qu'en France, puisqu'en France elle est de 138 € par an et en Suisse elle est de 331. Et à l'époque, en 2018, j'ai vérifié, elle était de 387 €. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue d'une campagne, il a eu deux vertus, ce référendum. La première, c'est qu'il a permis un vrai débat sur ce qu'est le service public de la radio-télévision. Parce qu'il a fallu que les dirigeants de ce service public aillent partout, dans tous les cantons, dans toutes les langues, défendre l'idée même de service public. Et ensuite, la deuxième vertu, c'est qu'il a été gagné, il a été perdu par ceux qui l'avaient proposé. Ils voulaient supprimer la redevance. Les Suisses, le peuple suisse a accepté de continuer à la payer. Et donc, vous voyez que c'est un sujet qui, à mon avis, est très symbolique parce qu'il a, encore une fois, les Suisses ont compris à ce moment-là l'importance de leur service public qui reflète, je dirais, l'intégralité des nuances de la population suisse à travers les langues, puisque vous savez qu'en Suisse, la radio-télévision, elle est dans les 4 langues officielles de la Confédération. Par contre, un deuxième référendum s'annonce qui, cette fois, vise à abaisser le prix de cette redevance. Donc on voit bien que tous ceux qui, en gros, estiment que le service public coûte trop cher
reviennent à la charge. Et d'ailleurs, le service public de la radio et de la télévision de lui-même en Suisse a depuis baissé l'étiage de ses dépenses en faisant un certain nombre de réformes. Donc je crois que, 1, l'attachement de la population au service public a été prouvé. 2, le service public doit faire des réformes et il a l'intention de les faire. 3, malheureusement, on voit que ceux qui jugent que le service public n'est pas utile, eh bien, reviennent régulièrement à la charge, donc la bataille continue. Juan José Dorado. Alors, vous faites payer pour la télé et la radio? Pour un Espagnol, c'est incompréhensible. Nous, on ne fait pas payer pour la radio et pour la télé. Ça n'existe pas, la redevance, en Espagne. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas, je vous dirais. Bon, la première des choses, la radio et la télé publique sont souvent c'est le budget de l'État. Donc c'est un budget qui est proposé au Parlement et qui est voté par le Parlement. Alors, aujourd'hui, c'est autour d'un petit milliard d'euros le coût de la radio et la télévision espagnole, sachant que l'État directement, depuis les budgets, ce n'est que 450 millions d'euros. Les autres aides, c'est une taxe qui sont payées par les opérateurs télécoms, autour des 150 millions, et puis d'autres aides plus ou moins de l'État qui arrivent pour 400 millions, ce qui va boucler le milliard. Et pourquoi tout ça ? Parce que nous n'avons pas de publicité à la télé espagnole depuis 2009. Il n'y a pas de publicité, pas comme en France qu'on a une partie, donc là, il n'y en a pas de publicité à la télé publique. Donc vous voyez effectivement maintenant le débat est de savoir comment on va quand même continuer à soutenir, pérenniser ça et soutenir la télé publique, parce que lier la taxe, la redevance à la qualité du service public, je suis pas tout à fait d'accord. En Espagne, il n'y a pas de redevance, on soutient le service public. Ça n'empêche l'érosion des audiences de la télé publique. Donc c'est beaucoup plus profond que tout ça. Et puis nous avons une caractéristique par rapport à la France, c'est que nous avons donc la télé d'État et la radio nationale, avec ses différentes fréquences, mais nous avons aussi les télévisions et les radios régionales qui appartiennent aux gouvernements régionaux. Donc c'est une espèce de deuxième niveau qui fait que, même si on parle d'1 milliard pour la télé publique espagnole de façon générale, c'est un peu plus, parce que la télévision du gouvernement de Madrid, c'est une télévision payée avec l'argent du budget de la Communauté de Madrid, ou celle de la Catalogne, ou celle de la Galice, ou celle du Pays Basque. Donc vous voyez, c'est un système très particulier, mais surtout, ne faites pas payer aux Espagnols une redevance parce qu'ils vous disent « Ah ben non, nous on paye pas pour la télé, on paye pas pour la radio, c'est à l'État de le faire en notre nom ». Chez nous aussi, en France, c'est quand même impopulaire, présenté en général par ceux qui veulent le supprimer comme un impôt. Ce que ce n'est pas, c'est une redevance. Son nom est bien choisi et précis. La redevance, c'est une rémunération pour service rendu. Autrement dit, l'usager d'un service public verse une somme qui doit être la contrepartie directe et immédiate de la prestation rendue par le service, ce qui signifie que le contribuable ne paie la redevance que parce qu'il a réellement utilisé le service ou profiter de l'ouvrage public. On sait bien qu'aujourd'hui, et c'était l'un des problèmes, l'une des questions en France de cette réforme, aujourd'hui ne paye la redevance de l'audiovisuel, je dis bien l'audiovisuel, télé et radio, parce que c'est quand même 93 ou 95% de nos revenus ici à Radio France, que ceux qui possèdent ceux et celles qui possèdent un téléviseur, ce qui est peut-être un peu obsolète. Donc il y a peut-être d'autres façons de réformer. Juste un mot, oui, Juan José Dorado, pas de redevance donc, mais une baisse du financement de la RTVE depuis, ai-je lu, une réforme impulsée par le gouvernement Zapatero en 2010. Oui, une baisse du financement déjà parce que dès 2009, pas de publicité à la télévision parce qu'on souhaitait justement relever le niveau de la télévision publique, mais on a vu que ça n'a pas du tout marché. Les audiences continuent à s'éroder. Et puis, c'est vrai que, par exemple, cette année, comme je vous disais, le budget du Parlement qui a été voté est de 430 millions. Donc, c'est pratiquement 6,5 de moins que l'année dernière. Donc, il y a une érosion du financement qu'on va essayer de compenser par une nouvelle taxe pour les GAFA, enfin, notamment Netflix, Amazon, enfin, tous ceux qui émettent en streaming. Donc, l'idée, c'est de trouver de l'argent. Il y a même un syndicat aujourd'hui, espagnol, qui a proposé
de revenir, entre guillemets, au modèle français, c'est-à-dire à une partie de la publicité, à récupérer une partie des publicités jusqu'à 25% de l'antenne. Donc, pour avoir un peu plus d'argent dans les caisses de la télé. Mais ça, c'est un problème pratiquement général, je pense, aujourd'hui partout en Europe. C'est que les télés publiques et les radios publiques ont de moins en moins d'argent parce qu'aussi, la concurrence, elle est énorme. Et puis, dans un système libéral comme les nôtres en Europe, forcément, on ne peut pas non plus essayer de barrer la route aux télés privées parce que ça serait aussi un manque à gagner pour l'État. Richard. La question qui se pose derrière ça, c'est, je dirais, la mission du service public. Alors, dans le cas de la Suisse, il y a une mission obligée, c'est celle de représenter, comme je le disais, les différentes nuances du pays à travers les différentes langues. Et ça c'est quand même un cahier des charges lourd, parce que vous devez, pour chaque langue, le romanche, qui est une langue peu connue dans le canton des Grisons, l'italien, l'allemand, le français, vous devez avoir une structure propre à chaque fois. Donc le coût naturel du service public de la radio-télévision en Suisse est très lourd. Et c'est à ça que la population est attachée, c'est cette représentativité. C'est aussi le lien que fait le service public, puisque contrairement aux télés qui, chez nous, les télés privées qui sont cantonales, il n'y a pas de chaîne privée nationale. Dans la partie francophone de la Suisse, on regarde les chaînes françaises. Eh bien, le service public, il reflète aussi, je dirais, le pays dans son entièreté au niveau de ses programmes, au niveau de ce qu'il diffuse. Donc là, je crois que le cahier des charges, c'est très important. Moi, j'avoue que la redevance me semble être un système assez transparent. Il a le mérite. Vous savez combien vous payez pour la radio-télévision, d'où le fait que, par exemple, en Suisse, certains ont voulu payer moins. Après tout, comme je l'ai dit, c'était un débat assez salutaire, même s'il a été douloureux. Donc le système de la redevance, je le trouve plutôt simple, plutôt transparent. Par contre, le cahier des charges, là, il faut peut-être réfléchir, parce que pour que les gens soient convaincus que cette redevance, ils méritent de la payer, eh bien, il faut que le service public ait vraiment une mission de service public. Et moi, quand j'ouvre la télévision en France, j'ai bien dit la télévision. Oui, je vous remercie. J'ai assez souvent l'impression que je ne vois pas la différence. Alors, je mets de côté Arte, évidemment, mais si vous regardez France 2 et TF1, honnêtement, si vous arrivez de la planète Mars ou même d'un pays simplement éloigné de la France, bien malin celui qui peut dire laquelle est de service public et laquelle est privée. Donc là, il y a une question qui se pose. Après, je vous mets au défi d'aller faire la même conclusion, effectivement, avec la radio de service public, qui est les radios, les antennes du groupe Radio France, et effectivement un certain nombre de radios privées. Je crois qu'on entend la différence. Je crois que c'est très important. Effectivement, j'ai cité la télévision. Oui, vous l'avez bien fait. Je crois que c'est très important parce que les citoyens, dès lors qu'ils paient la redevance, ils estiment, et c'est normal, avoir un droit de regard sur les types de programmes qu'on leur propose. Et en France, il y a peut-être là une vraie réflexion à mener. Juan José Dorado. En Espagne, on se dit pourquoi on va payer une redevance, puisque de toute façon, nous, on n'aime pas du tout la télé publique, ce qui est proposé par la télévision publique. Donc, vous la faites à l'envers. Hein. Donc, je ne paye pas. Je ne veux pas payer pour une télé que je n'aime pas. Quelles sont les missions du service public, comme le disait Richard ? Les missions sont les mêmes un peu partout. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de course effrénée aux audiences face aux télé privées. Quand Richard parle effectivement de la différence entre France 2, TF1, M6, etc., en Espagne, on voit la même chose entre la Sexta, la Cuatro, télévision espagnole. Donc, on voit cette course à l'audience. Et c'est vrai qu'en Espagne, en plus, il y a une dérive sur un certain nombre des émissions qui sont proposées par la télévision publique, qui effectivement font que tu vois pas la différence entre le public et le privé. Et puis, il y a cet aspect très particulier qui est comment on gère notamment l'information de la télévision publique, où on dit systématiquement que les rédactions sont soumises au pouvoir du gouvernement qui est en place, et de plus en plus, on voit effectivement que les gens qui sont nommés à la tête des différentes rédactions de l'information, c'est des gens très proches du parti au gouvernement, et donc parfois des informations un peu particulières qui font que les gens, les auditeurs, les téléspectateurs décident d'aller ailleurs parce qu'ils n'ont plus confiance dans une télé publique neutre,
comme Richard pouvait le dire tout à l'heure. C'est une des craintes d'ailleurs des détracteurs de la suppression de la redevance en France, de perdre l'indépendance éditoriale, l'indépendance absolue de cet audiovisuel public. Cela dit, vous êtes un laboratoire d'une certaine façon en Espagne, puisqu'ici en France, l'exécutif réfléchit en effet à budgétiser ce financement de l'audiovisuel public en inscrivant les nouveaux budgets dans la loi de programmation des finances publiques. Débat important, débat à mener, débat à suivre, expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons et comment nous sommes financés pour ce qui concerne Radio France, mais aussi pour ce qui concerne la télé publique. On l'a bien entendu en Suisse, il y a eu un débat. Voilà. Et une chose importante, c'est que ce débat, il n'a pas eu lieu avec le gouvernement. C'est pas le gouvernement que les responsables du service public de la radio-télévision sont allés trouver et convaincre, c'est la population partout en Suisse en organisant des débats, en disant voilà pourquoi on vous demande de continuer à payer cette redevance. Là, il y a peut-être quelque chose dont les dirigeants du service public français feraient bien de s'inspirer. 7h48 sur France Culture, suite de ce rendez-vous de la presse étrangère en compagnie de deux correspondants du jour, Richard Verly et Juan José Dorado. Le deuxième sujet qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la fin de la présidence française de l'Union européenne. C'était il y a une semaine à Bruxelles. Le dernier sommet européen sous présidence française pour Emmanuel Macron. 6 mois durant lesquels il aura fait face à la pandémie de Covid, aux difficultés de bâtir une Europe de la défense avec cette guerre en Ukraine comme toile de fond. Je pense que la France peut être très fière de cette présidence. C'était exceptionnel. Quelques réussites au compteur avec des textes législatifs menés à bout, l'encadrement des géants du numérique, la taxe carbone aux frontières ou le salaire minimum européen. Le principal échec porte sur l'imposition minimale des multinationales. À partir du 24 février, la guerre en Ukraine a radicalement changé la donne. Voilà, l'Ukraine qui va rester le dossier surprise ultra sensible de cette présidence. Il appartient désormais à la République tchèque de reprendre le flambeau de la présidence européenne pour les 6 prochains mois. Et voilà, c'était depuis hier donc que la Tchéquie a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne après la France. Emmanuel Macron a symboliquement transmis le relais jeudi au Premier ministre tchèque en lui souhaitant bon courage en marge du sommet de l'OTAN à Madrid. Une présidence française de 6 mois qui avait pour devise relance, puissance, appartenance, mais qui a surtout été fortement marquée par la guerre en Ukraine. Et de ce côté-ci, en tous les cas, les élections françaises. Paris boucle avec succès 6 mois d'une présidence percutée par la guerre, titrait Le Figaro jeudi. Clap de fin et carton presque plein, signait Libération. Une présidence hors norme, pouvait-on lire dans l'éditorial des Échos. Juan José Dorado, cela vous a fait bondir. Oui, parce que tous ces éloges dithyrambiques comme ça de la presse française m'ont fait bondir parce que je me suis dit, peut-être on a oublié qu'on nous a escamoté 3 mois de la présidence française. Peut-être que si on avait eu vraiment 6 mois de présidence, ça aurait été... Imaginez alors quels sont les adjectifs qu'on aurait utilisés si on avait eu 6 mois de présidence française. Et puis, on tient à oublier que même s'il y a eu, apparemment, je lisais hier, 130 accords signés pendant la présidence française, on sait comment ça se passe en Europe, c'est que sur ces 130 accords, 120, en fait, c'est des dossiers qui traînent depuis plusieurs années. Oui, mais qu'ils ont fait avancer. Pas plus loin que quelques jours, on a signé in extremis le paquet climat, et ça fait plusieurs années, ça fait 2-3 ans qu'on parle du paquet climat. Donc ça a été signé pendant la présidence française, mais les avancées sont quand même assez limitées. Et puis, bon, dans le reportage que vous avez montré, il y a l'échec de la taxe sur les sociétés à 15% qui n'a pas avancé. Mais bon, la France a essayé, mais l'Hongrie n'en a pas voulu. Mais il y a un autre dossier sur lequel je me pose des questions. On voulait relancer l'Europe de la défense, et en fait, on a relancé avec la guerre l'OTAN. Et donc, j'en suis pas sûr que l'Europe de la défense en tant que telle va beaucoup avancer ou est beaucoup avancé pendant la présidence française, puisque c'est plutôt l'OTAN, et on va se centrer dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur l'intégration de la Finlande, de la Suède et sur les dangers russes. Donc, je suis pas si dithyrambique que la presse française sur les avancées. C'est vrai que la France a beaucoup œuvré, et heureusement que c'était la France qui était à la tête de l'Union européenne, parce que c'est elle qu'on a pu plus ou moins avancer sur un certain nombre de dossiers et faire face à la guerre. Et ça, c'est important. Je ne sais pas s'il y a un autre pays plus petit et avec moins de poids politique aurait su mener le bateau européen à bon port. Mais le principal réussite de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron, parce qu'il y en a quand même, c'est l'unanimité
autour de l'Ukraine qu'il a su garder des 27. Et ça, c'est peut-être vraiment le point le plus marquant de cette présidence pour moi. Et c'est un poids politique, et c'est son poids politique et son européisme qui ont fait qu'on ait réussi effectivement à rester unis. Donc, une belle présidence française, mais attention, il n'était pas hors norme comme éditorialisaient nos confrères de Les Échos. Richard, attention, hein. Vous avez la pression. D'abord, il faut rappeler aux auditeurs que tous ces commentaires élogieux sur la présidence française oublient une chose importante, c'est qu'il y a aujourd'hui une présidence du Conseil européen permanente, c'est Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge, et que la présidence tournante a tout de même beaucoup moins de rôle qu'elle n'en avait dans le passé avant le traité de Lisbonne. Donc, elle est surtout là, la présidence tournante, pour effectivement faire pression sur des dossiers particuliers, pour venir en renfort du président du Conseil européen, et quand même, elle est là pour faire de l'affichage. Or, l'affichage, Emmanuel Macron l'a réussi. C'est incontestable. D'ailleurs, il a même été réélu et l'Europe a joué un rôle sans doute dans cette réélection et dans le fait que des électeurs qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour se sont ralliés au second tour. Donc l'affichage était bon. D'ailleurs, Emmanuel Macron, moi j'ai même écrit un papier pour dire que on sentait, je suis un peu triste pour lui, qu'il était bien plus à l'aise à Bruxelles qu'il ne l'est à Paris parce que à Bruxelles, il a pris ses marques et négocié entre dirigeants, même si c'est compliqué, c'est peut-être plus facile que de négocier avec les électeurs et avec une Assemblée nationale comme on la connaît aujourd'hui. Donc oui, incontestablement, la machine française a bien fonctionné, mais ça, ce n'est pas très étonnant, parce que sur ces dossiers européens, l'administration française est bien outillée. Il y a des très bons départements ministériels, il y a un ministre extrêmement dynamique, Clément Beaune, qui lui aussi d'ailleurs a été élu de justesse, mais il l'a été à Paris. Donc bref, je dirais que politiquement, c'est une réussite pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une réussite pour l'Europe? Oui, il y a des dossiers qui ont avancé, les dossiers numériques notamment, avec ces deux décisions, ces directives qui ont été prises, mais c'est la guerre en Ukraine qui a tout littéralement fait exploser, pardonnez-moi du terme, c'est quand même ça qui s'est passé. Sur l'OTAN, alors là, il faut quand même dire une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, mais c'est antérieur à sa présidence, s'est complètement trompé. Les circonstances lui ont donné totalement tort. Je rappelle qu'en 2019, il avait pronostiqué la mort cérébrale de l'OTAN dans The Economist, l'hebdomadaire anglais, et que maintenant, l'OTAN n'a jamais été aussi puissant. J'arrive du sommet de Madrid, et je peux vous dire que l'OTAN n'est pas du tout en état de mort cérébrale. Donc sur ce plan, bien les circonstances... C'est peut-être moins dû à Emmanuel Macron. Évidemment, c'est moins dû à Emmanuel Macron, mais je pense qu'il avait fait quand même une erreur de fond, c'est que quand une crise, et on le voit bien, quand une crise survient sur le plan de la sécurité, pour l'heure, les Européens ne sont pas capables de se défendre sans les Américains. C'est tout simple. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est évidemment à l'OTAN que ça se passe lorsque la crise survient. Le reste, c'est du blabla. Quand on blablate, on peut toujours dire et on peut toujours rêver que la défense européenne remplacera demain le parapluie américain. Quand on est factuellement opposé à Vladimir Poutine, c'est tout autre chose. Dernier point, quand même, il y a, à mon avis, un échec dans cette présidence française. Et là, je pourrais la comparer avec la précédente, qui est celle de 2008, qui avait été assurée par Nicolas Sarkozy. Bien évidemment, on est dans deux situations différentes, mais quand même. 2008, la guerre en Géorgie. Vladimir Poutine, donc, qui s'empare de républiques séparatistes géorgiennes. Nicolas Sarkozy parvient à y mettre un terme. Il faut bien le dire, la France intervient et parvient à stopper. On a bien vu qu'entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ça se passait pas du tout de la même manière. Là, il y a quand même une forme d'échec pour la présidence française qui n'a pas réussi à peser diplomatiquement sur le cours des événements. Un dernier mot sur ce point, il y a quand même quelque chose qu'on doit retenir. C'est justement le cavalier seul d'Emmanuel Macron au début du conflit, juste avant le conflit. C'est lui qui parle avec Poutine, lui tout seul. Donc, on n'a pas vu Josep Borrell, le représentant à la politique extérieure de l'Union européenne, on l'a pas vu. Et donc, il a fait une espèce de cavalier seul, où je suis le président, c'est moi qui parle, c'est la France, je suis l'Europe et je suis la France en même temps. Et là, ça a été une erreur stratégique, et d'ailleurs, qu'il a essayé de corriger il y a quelques semaines, quand il est allé, donc, pour la première fois, une fois la guerre commençait, en Ukraine. Il n'était pas tout seul, il était effectivement avec le Premier ministre italien et le chancelier allemand. Et là, il a corrigé un peu le tir.
rappelons-nous quand même qu'au départ, c'est aussi lui, avec d'autres, notamment l'Italie, enfin l'Espagne et l'Allemagne, qui disaient oui, mais l'entrée de la candidature de Kiev à l'Union européenne, c'est peut-être trop précipité, c'est pas le moment. Bon, revirement, maintenant ils sont d'accord. Mais il a fait quand même un cavalier seul tout au début de cette guerre. Et ça, on l'oublie souvent, peut-être en France, mais pas nous, les autres correspondants. Richard ? Oui, n'oublions pas quand même, ce n'était pas à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne, mais que politiquement, eh bien, le résultat de ces 6 derniers mois, c'est que 2 forces politiques très, quand même, eurosceptiques, d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le Rassemblement national, sont en force à l'Assemblée, ce qui prouve que vis-à-vis de ses concitoyens, Emmanuel Macron n'a pas été complètement convaincant. Il y a toujours ce doute en France sur l'Union européenne qui remonte au référendum de 2005, etc. Donc je crois qu'il faudra bien plus qu'une présidence réussie pour reconvaincre une grande majorité de Français des vertus de l'Union européenne qui pourtant sont démontrées chaque jour. Merci Richard Verly, merci Juan José Dorado. Le bilan est sans doute moins mitigé pour vos prestations lors de ce rendez-vous de la presse étrangère toute cette année. Merci d'ailleurs à tous les correspondants, tous les correspondantes qui nous ont permis de décentrer le regard en cette année électorale si particulière. Un grand merci d'être venus tous les samedis matins aux aurores, discuter avec nous, commenter cette actualité de chaque semaine. Ce rendez-vous a d'ailleurs obtenu le prix de l'initiative européenne en début d'année. Nous n'en sommes pas peu fiers. Merci, on se retrouve juste... Merci Caroline, merci France Culture. Voilà, la presse étrangère aime venir parler au service public français. Merci à vous. Rendez-vous dans quelques petites minutes. Merci de passer ce début de journée en notre compagnie. Il sera bientôt 8 heures.